Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. snaganaroda.rs. Bonjour, ici Belgrade, ici Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, ou Lutte du Peuple comme vous voulez. Nous sommes le mardi à 18h, chaque mardi à 18h, je mène cette émission de géopolitique qui s'intitule Paris, Belgrade, Moscou. Mon nom est Yves Bataille. Parmi l'actualité, dans l'actualité, il y a énormément de choses et je ferai une sélection. J'exclurai le football dont on nous a rebattu les oreilles et qui n'intéresse qu'une partie d'entre nous, qui n'intéresse pas d'ailleurs la plupart d'entre nous autres. Et j'en viendrai à un certain nombre d'événements. Alors, il y aura toujours l'ex-Ukraine, le Donbass, la Russie, la France, enfin, les endroits qui correspondent à Paris, Belgrade, Moscou, et bien sûr la Serbie, où nous sommes en ce moment. Alors, je suis dans le studio avec Michael, qui parle français et qui est un Russe qui vit en France et qui est de passage à Belgrade. Tout à fait. Bonjour Michael. Bonjour Louis. Bonjour. Et il parle russe évidemment aussi. Il a la double nationalité. Tout à fait. Et il s'est installé dans un village en France il a refait, redonné vie à un village, un petit village. C'est trop fort. Un hameau. Vraiment, j'étais le dernier dans cet hameau. Oui. Tous mes amis sont venus avant moi, mais nous sommes les amis. Voilà, alors c'est une sorte de village survivaliste qui se trouve dans une montagne en France que je ne décrirai pas, et pas très haut d'ailleurs, mais enfin dans la montagne avec un chemin difficile d'accès, bon pour les 4x4, et qui est autonome. L'énergie est solaire, je crois. Oui, tu as installé des panneaux. Et même tout, enfin pour recharger les téléphones, etc. Internet aussi. Oui, Internet, nous sommes branchés sur le réseau satellite. Oui, voilà. Et c'est intéressant parce que il y a de plus en plus de gens en France et ailleurs qui veulent un petit peu fuir la ville et ses désagréments et ses menaces aussi, il faut le dire, et sa malvie, pas si on peut employer le terme, oui. Et donc c'est une sorte de retour à la campagne, retour à la nature, qui est une tendance. Tout à fait. Pour employer un terme, tendance. Donc, Michael, je vais évoquer un certain nombre d'événements et Michael commentera s'il veut. Oui, hein. Oui. Voilà, d'un point de vue russe. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a eu une manifestation à Belgrade de syndicats. Ils occupent la place des pionniers, un nom qui sent l'ancien temps. Devant le palais présidentiel, devant la mairie, et ils sont là pour plusieurs jours. Ils manifestent parce que c'est de plus en plus difficile de vivre ici en Serbie pour beaucoup de gens, comme en France, comme dans d'autres pays. Et la moyenne des salaires est de l'équivalent de 400 €. De nos 400 € en France. La moyenne de retraite est de 130 €. Certains vieux vivent avec 50 €. Et pratiquement la moitié du pays est au chômage ou vit de petits boulots, d'activités précaires, évidemment mal payées.
Voilà, donc je pense que nous sommes ici à la radio de Tveri, l'organisation de Tveri, Nationale Patriotique de Tveri, et le mouvement de Tveri soutient les travailleurs en grève, les syndicalistes, les chômeurs, les sans-chemise. Il faut fermer. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Oui, ça y est, je vais fermer. Il y avait un petit peu de bruit. Donc, en Serbie, les syndicats, c'était hier le 14 juillet, et donc à Belgrade, il y avait une réception à l'ambassade de France, comme chaque année d'ailleurs, avec des personnalités, avec des politiciens. Ce ne sont pas les meilleurs qui se ruent à l'ambassade de France, on s'en doutera. Ce sont les gens du système actuel et les recalés de l'ancien régime. Et c'est assez amusant à voir. Bon, j'y étais rentré par le petit trou de la serrure ou par la fenêtre pour observer tout ce beau monde. Dis-moi, comment c'était? Eh bien, comment c'était? T'aurais dû venir. J'ai essayé. Non, arrête. C'était... il y avait des petits fours, il y avait du champagne, il y avait du fromage, il y avait de belles dames avec des grands chapeaux, il y avait des demoiselles en décolleté. En décolleté, par exemple, je ne pensais pas à ça. En décolleté, oui, qui étaient là pour la décoration, en quelque sorte, pour la plupart. Hein. Je ne dis pas que tout était sotte, mais j'en sais rien d'ailleurs. Et puis de toute façon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais il y avait un défilé incessant de personnes qui bombaient le torse et qui prenaient des airs importants. Et puis il y avait de braves gens aussi. Bon, il y a un peu de tout. Voilà, mais là, le 14 juillet à Paris, alors pour la deuxième fois, Hollande, qui est ton président, Hollande, oui, parce qu'il est, Michael a la double nationalité, donc il est aussi son président, Hollande. Il faut le dire parce que c'est pas évident. Non, mais pas par rapport à toi. C'est pas évident que cet individu est président. Oui. Voilà. Et a été copieusement sifflé par la foule, par une partie de la foule, les autres étant venus là en badaud. Bon, que dire sur ce 14 juillet? Rien, c'est un 14 juillet comme les autres, sauf que avec ces socialistes qui ne le sont pas. Les socialistes ne sont pas socialistes. C'est ce qui me distingue de la droite, qui dit « Oh, les socialistes, les vilains, les méchants socialistes, les dangereux socialistes. » Mais non, ce sont des libéraux démocrates. Quelle différence y a-t-il entre Fabius et Copé? Il n'y en a pas, et je ne pense pas si bien dire, d'ailleurs, il n'y en a pas, parce que ils sont bons pour la prison. Enfin, ils seraient bons s'il y avait des juges courageux et une justice indépendante, ils seraient bons pour la prison, ces gens-là. Bon, en dehors de leur orientation politique, qui est une orientation politique libérale, il n'y a plus que gauche libérale et droite libérale, et il paraît qu'il y a une droite nationale, on verra. Enfin, les mêmes ont dit qu'ils étaient ni à droite ni à gauche, alors ça reste à démontrer, et il leur reste à nous le prouver. Qu'est-ce que tu penses de Michael, toi qui quand même vis, même si tu es sur un rocher, de cette ménagerie politicienne en France, de ce jeu politicien, des partis, des personnalités médiatisées? Qu'est-ce que tu en penses? Je risque de répéter les choses banales. Eh bien, parfois. Hein. Oui, donc déjà, il faut commencer que ma femme, elle est française, oui, et patriote. Oui. Il ne m'a jamais inscrit pour élection. Oui. Elle a peur que je vais voter pour Front National. Oui. Elle a peur.
Oui. Je ne connais pas les politiques officielles parce qu'il faut faire beaucoup d'études et savoir beaucoup d'histoire. Tu n'as pas besoin de faire des études pour comprendre pour être jugé un peu la chose politique. Objectivement. Ouais. Mais c'est vrai, ça donne l'impression de marionnettes qui ne veut jamais résoudre les problèmes de nation, du peuple. Oui. Et notamment, ce que je veux dire, que dans le système d'éducation, Oui. j'ai grande chance de comparer deux systèmes d'éducation. Oui. Moitié pourri en Russie et système d'éducation pourri, on peut dire, en France. Le système en Russie est pourri ? Moitié, parce que à moitié. Ça vite fait, c'était fabriquer les systèmes d'éducation à l'occidental. Ils ont copié. Depuis Boris Yeltsin, la Russie a voulu copier le système occidental. Oui. Mais lequel système occidental ? C'est-à-dire que changer les sujets très très importants qui développent logique et qu'il y a les disciplines entières dans la conscience des élèves, il faut apprendre toutes ces disciplines par petits extraits, par petites pièces. Par échantillon. Et encore plus pire que ça, c'est apparu beaucoup d'universités qui donnent les certificats d'éducation. Oui. Sans faire les efforts pour les élèves. Donc c'est tout. Et est-ce qu'il n'y a pas un système d'éducation parallèle en Russie ? Oui, qui est élaboré par l'Église orthodoxe. Oui, justement, j'ai tombé dans un très bon système d'éducation. Oui. Ça existe un réseau d'écoles en Russie, Oui. écoles orthodoxes. Évidemment, c'est les écoles privées. C'est un réseau parallèle. Oui, les réseaux parallèles. Qui est reconnu, qui est autorisé Malgré tout, c'est un petit miracle de Russie, comme il y a beaucoup de miracles en Russie, qu'il est reconnu par les pouvoirs officiels, oui. mais en condition si on passe un examen de certification. Si les enseignants passent un examen, non, c'est ça ? Tout école, c'est pas enseignant. Ouais. Tout école est contrôlée dans tous les niveaux. Ouais. La vie scolaire, comment ça se passe, même éducation du leçons religieuses, ouais. Comment ça se passe, les ambiances morales en général, s'il n'y a pas de violence et tout ça. Il y a beaucoup de niveaux de contrôle. Et après, nous avons cette école où j'ai travaillé et j'ai éduqué mes enfants pendant 3 ans. Nous avons reçu ces accréditations, donner les certificats officiels. Bon, d'accord, on ne va pas s'étaler là-dessus. Il y a un système qui est bien mieux, qui est à la fois pour moi, un système d'éducation, mais aussi d'éducation morale, d'éducation tout court et physique aussi. Tout à fait. Avec maniement de certains instruments et même... beaucoup de travail manuel. Oui. Parce que c'est complètement arrêté dans l'église publique en Russie. Oui. Travail manuel, c'est exclu de l'éducation. Voilà. Bon. Merci pour cette précision. Je notais là au passage cet après-midi, avant de venir, pour montrer où on en est en France, à quel point la France est tombée bien bas. Et ça se passe à Cogolin, dans le Var. Et la mairie, la nouvelle mairie Front National, a décidé de faire un parking. Je n'aime pas le mot parking, il faut trouver autre chose. Un parc de stationnement, ou parc à stationnement. Maurice Barrès. Alors, l'opposition municipale est entrée en fureur parce que Maurice Barrès, c'est pas un type bien. Et en fait, c'est un type bien. Maurice Barrès, c'est un écrivain, il fut académicien, mais c'est pas un type bien parce qu'il a été écrivain et académicien. Il y en a d'autres. C'est un type qui a défendu les intérêts français, Maurice Barrès. Il est l'auteur des Déracinés, et c'est un personnage de la guerre de 1914. C'est un personnage
il est mort entre les deux guerres, il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Et il se trouve que ces ignorants de l'opposition municipale à Cogolin dans le Var ne savent sans doute pas qu'il y a des dizaines de rues Maurice Barrès en France. Et quand je dis des dizaines, peut-être plus. Des centaines. Voilà. Donc, Maurice Barrès, il y a bien un connard avec un grand C qui va nous sortir que Maurice Barrès a été un collaborateur du maréchal Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'il est mort avant. Donc, mais voilà à quel point l'idéologie française, dans le sens qu'aimerait Bernard-Henri Lévy, voilà à quel point ça mène la France dans les caniveaux. Cet exemple en est un parmi tant d'autres. Pratiquement chaque jour, il y a un exemple de cette bêtise, un terme qu'il ne faut pas utiliser. Tu sais pourquoi, Michael ? Non. Et parce que c'est fasciste. La bêtise, c'est fasciste. Alors, c'est pas bien. Bon, alors moi, j'utilise le terme bêtise parce que ça me plaît. Oui, Var Matin, je lisais là, création contestée à Cogolin, entre parenthèses FN, c'est le titre de Var Matin. Je crois que c'est un journal qui appartient à Bernard Tapie, il me semble qu'il l'a racheté, si c'est bien celui-là. D'un parking au nom d'une figure nationaliste. Au nom d'une figure nationaliste, ça c'est impossible, ça devrait pas exister. Voilà, bon, allez, on tourne la page. Et ça, c'était des petites affaires de la France, très petites, oui, le 14 juillet. Alors maintenant, ces socialistes qui ne sont pas socialistes se mettent à inviter des délégations pour défiler le 14 juillet. Des délégations de soldats de divers pays. Alors cette fois, il y en avait, je reviens là-dessus parce que c'est quand même aussi un détail de l'abaissement français par sa direction politique. 80 pays devaient participer. Alors il y avait l'Algérie. Les Français étaient appelés à applaudir l'armée algérienne. Et il y avait des délégations diverses. Il y avait la délégation de l'Arménie. Ça, c'est pas mal. Et voilà, donc dans France 24, alors c'est une de ces merdes qui tiennent lieu d'organes officiels de l'information en France, France 24. Il y a une vidéo et un texte. Une vidéo de Julien Chéida et un texte de Stéphanie Trouillard. C'est bien ça pour un défilé militaire, Trouillard. C'est bien trouvé. Donc il n'est pas... Alors le titre de Trouillard était il n'est jamais trop tard pour rétablir l'histoire. Bon, on applaudit, on est tout à fait d'accord pour rétablir l'histoire, seulement ça dépend ce qu'on dit, tout simplement. Allez, comment dire en Italie, va feu. Je tombais tout à l'heure, on va se rapprocher du... Non, on est encore dans les Balkans parce qu'il y a un petit scandale Erdogan. Erdogan, c'est le chef de la Turquie qui veut se faire réélire. Alors, il y a une campagne électorale, des élections au mois d'août, élections présidentielles, et Erdogan aurait menacé les Serbes. Alors, il aurait dit, lors d'une réunion électorale, si jamais quelqu'un touche aux Bosniaques, il devra affronter 100 millions de Turcs. Voilà, c'est typiquement ça, Erdogan. L'agressivité, il y a un an, il avait dit le Kosovo est turc, et la Turquie et le Kosovo, oui. Le Kosovo et la Turquie et le Kosovo. Bon, c'était clair, ça avait suscité quelques protestations verbales.
ça concernait le Kosovo. Là, ça concerne la Bosnie. C'est-à-dire que cet individu, Erdogan, qui est un valet des Américains, dont le pays est un pilier de l'OTAN, un pivot. Brzezinski avait d'ailleurs, dans son livre Le Grand Échiquier, qualifié la Turquie de pivot, quelque chose d'extrêmement important pour l'ordre américain, parce que situé géographiquement entre la mer Noire, la Méditerranée, le Caucase, le Proche-Orient et les Balkans, c'est l'idéal. Donc, ce pays, avec à sa tête Erdogan, qui est un frère musulman, qui est un islamiste turc, et fait des menaces. Il fait des menaces et personne ne dit rien. Ils sont tous couchés. Et c'est quand même, il faut rappeler que la Turquie a aidé à l'assassinat de Kadhafi, que la Turquie a participé à la guerre en Yougoslavie, la guerre de démantèlement de la Yougoslavie, dans les années 1990, entre 1990 et les bombardements de l'OTAN en 2000, que la Turquie est impliquée en Syrie. La Turquie a aidé à vouloir renverser le fils Assad, et l'État syrien légal et légitime, que la Turquie regarde en chien de faïence l'Iran, et que la Turquie a des activités d'ingérence dans le Caucase et en Ukraine. Dans le Caucase, alors ça, les pays que j'ai cités et les régions géographiques que j'ai citées, ça correspond à l'Empire ottoman. Enfin, il manque la péninsule arabique, une partie de la péninsule arabique. Mais la Turquie était en cheville avec l'émirat du Qatar. Ils ont marché ensemble. Donc, voilà, c'est cet individu qui fait ces menaces. La Turquie est aussi très active contre les Arméniens, puisqu'Erdogan voudrait faire partir les 100 000 Arméniens qui ne sont pas turcs et qui sont toujours en Turquie. Et Erdogan et sa Turquie islamique soutiennent l'Azerbaïdjan de la famille Aliyev, qui menace chaque semaine les Arméniens du Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh, de leur faire la guerre. Et d'ailleurs, il y a une guerre larvée aux frontières du Karabakh et de l'Azerbaïdjan. Voilà pour les quelques notes en question. Et sur la Turquie, tu as quelque chose à dire? Non, rien de particulier. Je sais pas grand-chose. Il faut... Bon, d'accord. Alors, le Donbass. On va en venir au Donbass parce que ça continue. Ça continue et... C'est beaucoup plus proche de nous, de France et de Russie. Et de Serbie aussi. Géographiquement, la Turquie... Dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. Mais autrement, tout ça est assez proche. Et puis avec les moyens de communication modernes, le monde s'est rapetissé. Et donc, c'est toujours la guerre dans le Donbass. On va y venir. Avant cela, une chanson de transition. Hriste Bože, rasveti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto
jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Na tri sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, zbogom majko, sestro i nevesto, zbogom prvi nerođeni sine, zbogom ružo, zbogom roznarine, zbogom leto, jeseni i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Kad je draga da odlazim čula, za kampak mi neben zadernula. Kad je draga da odlazim čula, za kampak mi neben zadernula. Zbogom prvi nerođeni sine, zbogom ružo, zbogom roznarine, zbogom leto, jeseni i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Bien, alors on va voir un peu qui... J'ai quelqu'un là, Lazar Marinkovic. Est-ce que, Lazar Marinkovic, vous m'entendez? Oui? Lazar Marinkovic, vous avez appelé par Skype, vous m'entendez? Bon, si vous n'êtes pas là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je ne peux pas savoir qui est là sur le moment. C'est quelqu'un qui part. Et... Oui, alors, Sacha, est-ce que tu es là? Sacha? C'est quand même, il faudrait que les gens qui se manifestent, qu'ils soient prêts, qu'ils écoutent. On ne peut pas laisser des blancs comme ça. Sacha, encore une fois, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu me réponds. Ah, ça devrait venir. Oui, Sacha, tu nous entends? Je sens que tu es là. Oui. Tu es là? Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais à nouveau envoyer mes salutations à Oui. tout de bon encourageance à tout le monde. Oui. Et en particulier pour les braves jeunes du Québec. Oui, ah ben oui, c'est bien. Oui, et je voudrais envoyer mes salutations spéciales à Mikhail Neverov, grand chevalier de mer Russie. Ah, Oh, alors, oui. Neverov, il te parle, tu peux lui répondre. oui, hein. merci, Tu merci. réponds dans le monsieur. micro. Dans le Oui, micro. mais je suis Ouais. tout près du micro, mais je ne Oui. peux pas crier. Merci, monsieur, merci. Mais, Ah, bon. on- Bonjour. bonjour. Oui, oui. Oui, oui, on t'écoute. vous On t'écoute. Oui, je voudrais commencer avec petite observation sur Oui. la situation en Ukraine. Oui, très bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne crois pas que nous verrons une intervention militaire similaire aux interventions en Tchétchénie et Oui, en Syrie. bien sûr, bien sûr. Oui. Ouais. Et ce genre d'interventions sont une énorme tentation avec les résultats finaux incertains. Oui, Nous rappelons tous les traumatismes de l'Afghanistan et du Caucase. oui. Cependant, Oui. cela ne signifie Mais pas c'est quand même que... différent, hein. C'est quand même différent. Bon. Ouais, Oui. ouais, vas-y, continue. Oui, cependant, cela ne signifie pas que la Russie ne sera pas utiliser la liberté de manœuvre.
Oui. Les différentes formes d'intervention aérienne ou l'utilisation de commandos et de unités spéciales. Oui. Par exemple. Je voudrais rappeler à nos auditeurs Oui. à propos de la doctrine militaire russe qui donne autorité à attaquer partout où les intérêts de la Russie sont menacés d'extinction. L'expérience de l'interventionnisme des États-Unis nous a donné de nombreux exemples d'interventions non massives. Par exemple, l'implication militaire en Bosnie et au Kosovo, où l'intervention commençait sans troupes au sol. Oui, mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Le problème, c'est que les choses nous sont présentées comme si les États-Unis et leurs alliés avaient le droit d'intervenir où ils veulent, tout le temps et partout, et comme s'ils étaient les seuls à avoir ce droit, comme s'ils avaient un monopole. Les choses nous sont présentées par les médias, par les leaders d'opinion, par nos dirigeants, nos entre guillemets. Eux, ils ont droit, mais les autres, et en premier, les Russes, n'ont pas le droit. C'est vrai. Et ça, c'est évidemment, ce n'est pas normal. Et d'autant plus que les grands dadais roses de l'Arkansas ou du Texas ont le droit d'aller mettre leurs sales pattes en Ukraine, mais les Russes qui ont des frères dans le Donbass, parce que le Donbass, c'est le Donbass en Russie, Rostov sur le Don, et puis c'est le Donbass aussi dans l'est de l'Ukraine. Eh bien, les Russes n'ont pas ce droit. Pourquoi ils n'ont pas ce droit? Parce que l'Occident l'a décrété ainsi. Eh bien, il faudrait que ça change. Il faudrait que, dans le cadre d'ailleurs du monde multipolaire, on ne fasse pas n'importe quoi, mais on fasse quand même un équilibre. Voilà. Et moi, je suis français, et donc je suis ni américain ni russe, mais je dis ça librement. Donc, c'est vrai ce que tu dis, Sacha, mais c'est vrai aussi qu'il y a une sorte de hégémonie mentale, de croyances établies et héritées, qui fait que l'Occident a tous les droits, il a le droit d'aller faire des guerres à l'autre bout du monde, et que les autres n'ont que le droit de se taire. Voilà, ce qui n'est pas normal. Tu peux continuer. Oui, je pense que c'était la raison pour la création de doctrine russe militaire, puisque cette doctrine est la réponse russe de la monopolisation américaine pour l'intervention. Et avec cette doctrine, Russie peut créer quelques fondements pour l'intervention dans le territoire de l'ex-Union soviétique. Ce que j'espérais, c'est que les sociétés russes trouvaient une solution authentique et commencera l'évolution sociale créative avec ces nouvelles formes d'intervention. Oui. Nouvelle forme d'intervention. Oui, il peut y avoir plusieurs formes d'intervention. Et c'est toi, Sacha, qui faisait l'autre jour la distinction entre la société civile russe et l'État. Hein? Oui. Et c'est marrant parce que je relisais ce matin un passage d'un livre de Nicolas Berdjaïev. Et il évoquait, à propos du communisme et du messianisme, ce qu'on appelle le messianisme russe, il évoquait aussi cette dichotomie entre l'État, l'étatisme russe et ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Il évoquait cela, tout à fait. Je suis tombé tout à fait par hasard sur un passage et ça m'a fait penser à ce que tu disais l'autre jour. Bon, on va... tu as quelque chose à dire par rapport à ce que Sacha a dit? Oui. Je pense que il ne faut pas appliquer pour ce sujet que les termes, les pensées législatives internationales.
Parce que bon, on peut trouver les moyens légal, on peut trouver les moyens de se défendre notre peuple dans n'importe quel endroit de la planète, parce que si les Russes ils sont attaqués aux États-Unis, normalement il faut que la législation il peut prouver que c'est un crime et la législation il doit être créée comme ça qu'il a les moyens légaux défendre notre citoyen, même en États-Unis. Oui, ça serait normal. Oui, ça serait normal, mais entre la théorie et c'est la pour pratique, ça que je ne veux pas parler à propos de ça, parce que c'est exactement ce que tu dis. Mais la situation en Ukraine de l'Est, c'est beaucoup plus difficile moralement, et pour les Russes et pour les Ukrainiens, parce que ici, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus profondément appliquées dans notre même subconscience, parce que c'est le même peuple qui est déchiré par les propagandes pendant 23 ans, propagande anti-russe d'Ukraine dans deux parties, et pour faire créer quelque chose de constructif en Ukraine, c'est pas suffit que défendre certains territoires, chasser les fascistes par exemple, et installer une État indépendant de Russie et de l'Ukraine, comme on peut Novorossia. Par exemple, on peut imaginer que ça. Mais les luttes ici, c'est beaucoup plus profond parce que ça concerne tous les Ukrainiens qui étaient séduits par cette propagande et qui ont donné leur cœur pour aider. Pas très constructif, parce qu'on peut suivre l'Occident, on peut suivre les États-Unis en imaginant qu'eux, ils sont capables d'installer belle vie avec les voitures, tout ça. Mais il y a les autres côtés de la vie qu'il faut compter. Oui, et puis de toute façon, en l'espace de quelques années, il y a eu un changement aussi d'opinion, un retournement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que l'Occident, la vie occidentale était agréable et belle, et il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'était pas ce qu'ils escomptaient. Ils ont été déçus. Et même, on parle de déçus depuis Euromaïdan, depuis la mascarade du début de cette année, là, avant le putsch. Et donc, et c'est valable d'ailleurs pour toutes les anciennes démocraties populaires et tous les États socialistes. Beaucoup de gens ont cru à ce mirage américano-occidental avec des objets, encore des objets, le culte de l'objet, avec ce qu'ils voyaient de loin, les cartes postales. Ouais. Et quand ils sont déplacés, ils sont allés là-bas, aux États-Unis ou en Europe, ils ont déchanté. Ils ont vu que il y avait aussi le revers de la médaille, qu'il y avait des magasins, c'est vrai, qu'il y avait beaucoup de produits, mais que pour ça il fallait avoir de l'argent pour les acheter, et que il y avait d'autres inconvénients. Donc tout ça s'ajoute là, dans la question ukrainienne. Et on focalise sur le Donbass, sur les deux oblasts du Donbass. On a focalisé sur la Crimée. La Crimée, c'est un fait acquis maintenant. Mais il y a le reste de l'Ukraine. Et dans le reste de l'Ukraine, on ne nous dit pas ce qui se passe. C'est le blackout médiatique, parce que la directive dans l'équipe de fantoches de Kiev, c'est de ne pas informer. Il y a des manifestations, il y a des sabotages, et il y en aura de plus en plus, parce que ça ne peut pas s'améliorer, ça ne peut pas s'arranger. L'Ukraine est un pays en faillite, est un pays qui est sans commandement, parce que la direction, entre guillemets, à Kiev, ses ordres ne sont pas suivis. Et il y a les milices, formées et alimentées par les oligarques, et puis il y a même des oligarques qui commencent à se battre entre eux. Donc ça ne va pas s'améliorer. Sacha, tu es toujours là ? Oui. Oui, si c'est possible, je voudrais ajouter... Vas-y. Oui. Alors ? Oui, vas-y. Je ne sais pas ce que tu veux ajouter, mais vas-y, ajoute-le.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose à propos du Balkan, parce que je crois que la situation en Ukraine a beaucoup les éléments qui sont les mêmes avec la situation en Balkan. Ouais. Nous sommes les victimes de la même agression. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, la deuxième question, le nouveau Mars occidental vers l'Est. Aujourd'hui, et il y avait la réunion en Dubrovnik, sur la mer Adriatique. Ah ben justement, je voulais en parler, oui. Oui, sur la mer Adriatique, entre le président allemand, slovène et croate, comme le médiateur de la réunion avec le chef de tribu locale de Balkan. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait Victoria Nuland aussi. Oui, c'est la réalisation de la nouvelle agenda anti-orientale. Non, pas anti-orientale, anti-européen. Oui, anti-européen en Balkan. Oui, parce qu'ils appellent ça les Balkans occidentaux. Et oui. Alors, c'est marrant parce qu'ils appellent ça les Balkans occidentaux, mais ils n'ont pas encore introduit le concept de Balkans orientaux. Alors, ils parlent d'Europe orientale. Oui. Selon ce programme, tous les gens de l'Est orthodoxe et musulmans sont égaux comme objet de l'exploitation et de manipulation. Oui. Le problème réel entre les musulmans et leurs voisines orthodoxes en Macédonie et dans une certaine mesure en Serbie sont à venir dans le même temps que la réunion de Dubrovnik. Ce n'est pas... la Serbie est dedans puisqu'elle était représentée à Dubrovnik par Ivica Dačić, le ministre des Affaires étrangères. Oui, ce n'est pas par hasard, puisque le chemin vers le Moyen-Orient, même que pendant l'âge de croisade, toutefois, les États-Unis n'ont pas utilisé la force, mais la manipulation. Pourquoi les Albanais sont importants pour les Américains? C'est la question cruciale. Pourquoi les Serbes et les Albanais sont importants pour les Américains? Nous avons besoin de savoir une chose qui est presque imminente pour la vision stratégique américaine. Dans les aides des Américains, les Serbes sont petites Russes. Bon, nous savons, c'est fait. Les petits Russes, oui. Petites Russes, oui, mais les Albanais sont les petits Turcs. Oui. Et la réunion de Dubrovnik, là, qui s'est tenue le 11 juillet, le 11-12 juillet, s'appelait EU Integration of Western Balkans. Oui. State of Play. Colonie. Et la Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjointe pour les affaires européennes et eurasiatiques, ça, c'est le nom, au département d'État à Washington, elle a expliqué que, d'abord, elle a flatté la Croatie, parce que, bon, c'était à Dubrovnik, alors si ça avait été ailleurs, elle aurait flatté notre pays, mais elle a bien mis l'accent sur le fait que de la Croatie à l'Afghanistan, c'était le même américanistan, en quelque sorte. C'était la même ère d'expansion géopolitique états-unienne. Et elle a insisté aussi, dans cette réunion de Dubrovnik, sur l'Ukraine. Pourtant, la Dalmatie, Dubrovnik c'est en Dalmatie, c'est pas l'Ukraine. Mais les Américains, il faut le reconnaître, ont une vision globale que n'ont pas souvent bien des Européens. Et ils considèrent les entités qu'ils ont contribué à faire naître par leur nation building comme leur colonie. C'est évident dans le discours que j'ai noté en anglais de Victoria Nuland, qui, je le souligne au passage, est la femme de Robert Kagan. Et qui est Robert Kagan? Robert Kagan est un personnage important aux États-Unis, bien qu'il vive à Washington, mais tout ça est très, très significatif. Il vit à Bruxelles, je veux dire. Il vit à Bruxelles et il est l'un des représentants du néoconservatisme états-unien, l'un des pères du groupe des néocons, les fameux rédacteurs du manifeste de la PNAC,
Project for the New American Century. Et donc, il faut reconnaître aussi, il faut bien comprendre qu'entre les démocrates et les républicains et américains, il n'y a pas de différence. La femme est chez les démocrates et l'homme est chez les républicains. Et c'est toujours la même politique, expansionniste, hégémonique et totalitaire. Donc elle a salué ses vassaux régionaux et elle a insisté sur l'importance de l'intégration européenne. Et dans sa bouche, l'intégration européenne, c'est la désintégration européenne au profit des États-Unis. Et en petites unités régionales, sans pouvoir, avec des éléments fantoches et totalement tenus en laisse. C'est ça, l'Europe américaine. Et elle a insisté sur l'Ukraine en disant « Europe will not be at peace until Ukraine is at peace ». Bon, c'est une phrase typiquement américaine, mais ça veut dire qu'il ne compte pas lâcher le morceau, comme le chien était à la charogne dans la bouche, dans la gueule, et ne veut pas en lâcher un morceau. Et alors, j'ai noté quelque chose d'extraordinaire dans ce discours qui est très mauvais, hein, c'est en anglais, américain, c'est très mauvais, mais mis à part les noms géographiques qui sont exacts, mais qui donnent une indication. Elle a dit, Nuland, l'a bien nommée, celle qui distribuait des biscuits et des cacahuètes aux révoltés de Maïdan à Kiev au mois de janvier-février. The NATO territory is inviolable. The NATO territory is inviolable. Ah, c'est un nouveau concept, ça. Le territoire de l'OTAN. Jusqu'à présent, on disait que l'OTAN était un outil politico-militaire de domination des États-Unis. Et bien là, elle en fait un territoire. Voilà, donc les territoires des autres sont violables. Ils sont... Ils peuvent être désacralisés, même, j'allais dire désacralisables, c'est un peu difficile à prononcer. Eh bien non, le territoire de l'OTAN est inviolable, donc Nuland, nous le notons, nous le savions, mais il est bon qu'elle nous le confirme. Et tu es là, Sacha, toujours ? Oui. Le territoire de l'OTAN est inviolable. Oui, c'est la situation. Je voudrais ajouter que les premiers pas vers la domination globale sont Albanie et Serbie, puisque comme le petit truc, petite Russe, ils sont l'objet idéal pour le début de cette globalisation. Oui. Ils sont un élément, oui, bien entendu. Il y a les États de l'ex-Yougoslavie qui sont les États côtiers. Ça correspond un peu aux anciennes tendances maritimes, thalassocratiques des puissances anglo-saxonnes de naguère. Et puis, oui, la Serbie est mal vue parce qu'elle est un peu à l'intérieur des terres. Et comme tu le dis bien, Sacha, c'est une petite Russie. C'est conçu comme une petite Russie. En plus, c'est vrai que les Serbes sont très russophiles. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Michael, qui est russe, de la russophilie des Serbes ? J'observe cette domaine j'observe du côté du parle plus fort. Oui, une voyageur qui était en Monténégro, maintenant je suis en Serbie. Oui. C'est la même chose. Hein. Oui. J'observe. C'est le même pays qui a été divisé et morcelé par l'impérialisme américain. Par mentalité des gens, par les sympathies pour les Russes, je vois que c'est le même peuple, c'est le même pays. Elle peut être séparée administrativement, mais c'est le même esprit, le même esprit du peuple. Ça, c'est plus important. Oui. Et deuxième chose que j'ai vu qu'ils sont bien sûr russophiles, mais... Oui, parce que Michael était au Monténégro là, ces jours derniers,
Ouais. ces jours-ci. C'est pour ça qu'il parle du Monténégro. Oui. Et comme ça, j'ai possibilité de comparer deux pays qui est en fait une seule grande pays avec frontière administrative maintenant pour certaines raisons. Frontière artificielle. Et ce qui m'a étonné beaucoup, et j'aime bien ça, que ambiance et là-bas et ici, on peut dire émanation du peuple, de l'esprit, il est très agréable pour les Russes. Nous sommes comme chez les plus proches amis. Oui. On sait que la Russie, pendant des siècles, elle cherche un bon ami sûr. Sur la mer. Sur la mer, il cherche partout, dans toutes les frontières. La Russie cherche une frère, une amie qui peut être vrai ami. Et malgré tous les destructions de Russie et ex-Yougoslavie, Russie ne peut pas supporter Serbes en Kosovo comme il faut, comme c'était dans les siècles avant. C'était sous Yeltsin. Oui, mais je vois que en esprit, nous sommes, on peut dire, c'est petite Russie. Je ne sais pas qui est plus petit, les Serbes ou la Russie, parce que je vois dans les rues de Serbie les Serbes avec plus de douceur, plus de valeur. Il n'y a pas ni agression dans les rues, ni en Monténégro, ni ici. Il n'y a pas de choses qu'on peut trouver à Moscou. Attends. Et je peux trouver à Moscou parce qu'il y a beaucoup d'éléments à Moscou, dans Russie, qui sont introduits du ethnos tout à fait étrange pour les Russes. Étrange venu d'ailleurs. Étrange venu, oui. Et ici, je trouve que ambiance et esprit, je pense que cette ambiance, elle est engendrée par l'esprit. Oui. Elle est beaucoup mieux, même que chez nous, chez les Russes. Et j'ai grand espoir pour cette oui, ce que dit Michael est vrai. Dire, hein? Bien sûr. C'est très subtil ce que je dis, mais... Ce que dit Michael est vrai. Il n'y a pas... si quand vous circulez dans les rues de Belgrade, à n'importe quelle heure du jour ou de la journée, vous n'avez pas cette tension, cette peur que l'on trouve dans un certain nombre de villes du monde, en particulier à Moscou, dit Michael, mais à Paris, ou dans d'autres villes de France. Les femmes marchent tranquillement, elles peuvent marcher toutes seules, elles n'ont pas peur de se faire voler leur sac. Les adolescents n'ont pas peur d'être agressés par des bandes, et il y a une ambiance de calme et de sérénité. Dignité, bien sûr, aussi. Et puis, il ne viendrait pas à l'idée de quelques malfrats d'attaquer une femme seule. Il se ferait courser immédiatement et bien molester. Voilà, c'est tout un ensemble. Et on est passé de l'amitié, qu'évoquait Michael, de la fraternité, de l'état d'esprit des gens divers d'ailleurs, des gens qu'on croise dans la rue, à cette constatation qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité en Serbie. Il peut bien évidemment y avoir des incidents ici ou là, mais ça n'a pas la densité et le niveau de ce qu'on trouve dans les villes françaises. Dans les villes françaises, les gens ne sortent plus à partir de 7h du soir, enfin en tout cas à partir de l'automne, parce qu'ils ont peur. Et puis ils regardent bêtement, alors ils se font intoxiquer, gaver la cervelle par la télévision. Toi, tu n'as pas la télévision pas du tout. Même en Russie, je n'avais pas de télévision. Même en Russie. Il y a 24 ans, j'ai vécu en Russie. Même non. Voilà. Tu es un vrai survivaliste. Oui, je peux dire comme ça. Mais tu fais aussi, au village, tu fais aussi des légumes. Tu fais des... On essaye toujours. On essaye toujours. Voilà. Est-ce que tu es là, Sacha, toujours? Oui. Oui. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux dire? Je voudrais ajouter à propos de la russophilie de la SAP. Les SAP sont pleins d'amour pour la Russie. Ouais.
Oui, les Monténégrins ont l'habitude de dire que nous, les Russes, nous sommes ensemble 200 millions. Oui, on connaît ça. Ah, Oui. d'accord. Non, 250 millions. Ils disent. Oui. Je pense que c'est en fait qui parle pour le grand amoureux de la nation serbe pour la Russie. D'accord. Oui, Sacha, je vais prendre quelqu'un là immédiatement puis pour te reprendre ensuite si on a le temps, parce que je veux qu'il parle à Michael. Tu permets? Hein? Permets? Je vais prendre quelqu'un là maintenant et pour te reprendre ensuite. D'accord? Oui. D'accord. Bon. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Snaga Naroda, Paris, Belgrade, Moscou. Dans mon émission qui ouais, je rigole parce que je vois un message qui me fait rigoler, j'expliquerai ensuite pourquoi. Qui émet depuis Belgrade l'émission géopolitique d'Yves Bataille, à savoir moi-même, en français. Et je prends tout de suite un ami qui s'appelle, qu'on a déjà entendu la dernière fois. Renaud, tu es là? Renaud? Il est peut-être parti. Et, tu es là? Renaud? Oui, je suis là. Salut Renaud, tu es là? Salut. Bon, salut, oui, je rigolais parce que je savais que si tu écoutais, je savais que tu penserais ça. J'avais dit à des amis français qui étaient là, à Belgrade, c'est calme, il se passe jamais rien, il n'y a pas de... les femmes peuvent garder leur sac et tout. On s'installe dans un café, le café Moscou, et c'était vers 8h du soir, et il y a un type qui court dans le café, qui vient et qui arrache le sac d'une femme dans le café. Mais nous pensons que c'était une provocation pour voir les réactions du groupe. Et les réactions ont été immédiates. L'ami Nicolas a coursé le type et a repris le sac. Le type a été arrêté. Et passé par là, par hasard, 2 flics en civil par hasard. Voilà. Donc on n'a pas cru au hasard et on a pensé que c'était un coup monté pour voir les réactions des gens. Bon, après, je l'ai raconté. Après, on a eu le lendemain 18 rombiers, chaussettes à clous qui nous ont suivis. Donc tout ça a été lié. Bon, Renaud, et justement. Pour le hasard, oui. Le flic qui était devant l'hôtel Moscou était un flic en civil qui ne travaillait pas ce jour-là, mais qui, coup de chance, avait sur lui sa carte de police. Qui le lendemain s'était fait griller à suivre, à filer dans la rue une amie à Nico, justement. Bon, d'accord, alors c'est lié. Oui, je ne connaissais pas le dernier détail, là. D'accord. Et dis-moi, justement, Michael, tu as entendu la conversation? Oui, on peut... 1 heure, ça suffit pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, voilà. Non, je dis à la jeune fille qui est là et qui... parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir raconter je sais pas quoi. Et donc, moi, je suis là pendant un petit moment et j'y reste. Alors, il voulait, et justement, il me demandait où envoyer des dons en argent pour les combattants. Pour les réfugiés aussi. Les réfugiés, mélangeons pas, les combattants. Les réfugiés sont tous les gens qui sont pris en charge. Non. Est-ce que tu as la réponse à ça? Alors, pour les réfugiés, je ne sais pas. Pour les réfugiés, pour les combattants. Pour les combattants. Alors, pour les combattants, il faut aller sur le site Facebook d'Unité Continentale. Ouais. Et là, il y a une photo directe, on tombe dessus. Oui. C'est 2 soldats. Bon. Et tu es sûr que c'est la bonne... Oui, c'est sûr. C'est la bonne adresse. Victor, Nico, tout ça. Oui, c'est sûr. Bon. Il y a toutes les infos qui sont dessus. Voilà. Bon, Donc, j'encourage vivement ceux qui veulent faire un don. Oui. Parce que en tant qu'ancien soldat, je peux un peu parler. Oui. Alors, la guerre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les mecs là-bas, ils n'ont aucun équipement, à part l'équipement qu'ils ont emmené. Ils ont besoin d'équipement pour être efficaces au combat. Oui. Et si chaque personne, chaque sympathisant participe à l'effort de guerre directement en donnant ne serait-ce que 10 € par personne,
Ça peut vachement améliorer leurs conditions et de faire venir d'autres volontaires. Ne prononce pas de chiffres, on a demandé l'information, simplement où envoyer des dons pour ceux qui le veulent. Et donc tu as répondu. Hein. Très bien, merci. Le panneau qui est sur Facebook Unité Continentale, la page Unité Continentale, hein. C'est ça, c'est ce que tu as dit. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà, qu'il faudra remettre plusieurs fois, d'ailleurs, au fur et à mesure. Je pense. Hein. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, à part ça, tu as quelque chose à dire d'autre? Non, autrement, j'ai rien à rajouter. Bon, d'accord. Bon, l'émission, 1 heure, c'est pas assez, je vais demander plus. Mais bon, il y a des gens qui attendent derrière. Bon, on te salue, Renaud. On te salue. Merci beaucoup, Renaud. Merci. On te salue. Voilà, juste... Bon. Sacha, pour te dire, pour te saluer, parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Est-ce qu'il est là? Bon, Sacha, on est obligé de céder le micro là, parce qu'il y a des gens qui attendent. Tu nous entends? Sacha, pour te dire, pour te saluer. Ah ben ça, c'est moi qu'on entend. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon. Oui. D'accord. Bon, salut Sacha. Tu mets une heure à te réveiller. Hein? C'est là? Oui. Bon, oui. Bon, écoute, ça va. Hein. Ça va, on te salue. Moi aussi. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour l'émission. Salut. Voilà. J'aime pas être poussé comme ça derrière. Vladan. Bonjour. C'est les amis quand même. Ça va? Ça va. Donc vous écoutiez Radio Snaga Naroda, l'émission d'Yves Bataille, Paris, Belgrade, Moscou. Et je vous donne rendez-vous à mardi prochain. On aménagera un temps de parole plus grand après le mois d'août. Voilà, je vous salue. Salut à tous les auditeurs francophones, puisque c'est en français. Merci. Salut aux Russes, salut aux Québécois, salut aux Français, salut aux Italiens, et salut aux Serbes évidemment, puisque nous sommes en Serbie. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Od Sibira do Prizrena, od Urala do Atosa, od Bajkala do Vardara, grmi pesma ponosna. Od Bajkala